Merci. Alors, dans le cadre de la Journée internationale de la visibilité transgenre, le 31 mars, Franco-Queer vous présente ce groupe de discussion autour de la déconstruction des notions de genre et de sexualité dans une perspective afro-diasporique avec notre invité spécial, Lee Modupe à Nancy Freeman. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invité. Alors, Lee, aussi connu comme Daddy Pux Rex, les pronoms they, them et elle, se décrit comme terroriste trans, immigrante de première génération d'Afrique de l'Ouest, qui a grandi au Québec, Ottawa et à Londres. Elle possède une grande gueule et n'a pas peur de l'utiliser pour démanteler le système oppressif. Basée aujourd'hui à Berlin, elle est une artiste, écrivaine, comédienne et de stand-up multidisciplinaire, organisatrice communautaire, animatrice d'ateliers et éducatrice critique de race, genre et classe. Alors, notre déroulement pour notre soirée. Alors, on va commencer avec le parcours de vie de Lee, qui sera suivi d'une période de questions, avant de passer à la discussion guidée par Lee sur le thème de la soirée. Lee, merci d'être avec nous ce soir avec le décalage horaire. Je te cède la parole. Et puis, tu peux partager ta présentation aussi. Arrêtez. Merci pour cette introduction. Là, je vais commencer. Pardon, à partager mon écran. Non. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir. Bon. Bon, ok. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. Oui. Ah, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Comme Minika vient tout juste de me présenter, je suis Lee Modupe à Nancy Freeman. Mes pronoms en anglais uniquement they, them et en français elle, la. Salut! Ah, salut tout le monde. Et en fait, je suis vraiment ravi d'être ici ce soir. Je suis à Berlin, en Allemagne, et donc 23h40 chez moi. Je vois qu'il y en a qui ont du soleil et un ciel très bleu, mais moi, c'est ouais, presque minuit. Mais je suis vraiment ravi de pouvoir présenter, discuter avec vous. Je suis, en fait, ce n'est pas une présentation, c'est en fait une discussion. Je vais vous poser des questions, on se pose des questions, on se pose des réponses. Donc, c'est pas du tout genre une session académique où moi j'ai une diapo et je parle uniquement de mes diapos et à la fin je dis y a-t-il des questions? Et puis, c'est pas comme ça du tout, ça se passe. Mon objectif aujourd'hui, c'est que chacune parte avec soit un nouveau ressentiment, une nouvelle perspective de l'information jusqu'à maintenant qui duquel on était ignorant. Donc, c'est pas important pour moi que je fasse le tour de ma diapo. Mais comme Ménica a bien mentionné, oh, et en fait, je ne parle pas le français couramment. Bon, couramment, oui, mais pas au quotidien. À force d'être ici à Berlin, en fait, je communique la plupart du temps en allemand. Donc, déjà, je m'excuse pour mes expressions parfois, comment on dit, brusques en français. Mais oui, là, j'aimerais bien vous raconter un peu de mon parcours. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez quelque chose à manger, quelque chose à boire. Bon, vous êtes confortable chez vous ou bien si vous êtes en route quelque part. Attendez. Bon, OK. Donc,
Alors, bon, comme vous voyez de cette image, je suis passé d'une personne quand j'étais petite, plutôt, moi je dirais plutôt mignonne, mais bon, il y en a qui en avaient un autre avis, à une personne qu'on voit aujourd'hui qui est plutôt, là, peut-être androgyne, on dirait. Je suis né à Londres dans les années 80. Mes parents, ils sont des immigrés de Sierra Leone. Et puis, j'ai grandi dans un environnement plutôt violent, dans tous les sens. Euh, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je ne suis pas ici pour le trauma porn, comme on dit, mais en fait, c'était très désagréable. Et un événement qui a surtout... Melika, tu as commencé à enregistrer? Est-ce que tu as commencé? Oui, Ouais. oui, on Bon, enregistre. d'abord, merci. OK. Bon, un événement qui a vraiment marqué ma jeunesse, c'est que en fait, dans cette photo, circa 1990, quelques années auparavant, j'ai eu un accident, deux en fait, qui ont changé la structure de mon visage. Et donc, du point de vue à Londres, c'était pas très grave parce que j'étais noir. Je suis toujours noir. J'ai su que j'étais noir à l'âge de 6-5 ans. Et à Londres, dans les années 80, il y avait beaucoup de noirs, en fait. Donc, c'était pas extraordinaire que j'étais une personne noire. C'était qu'en arrivant au Canada, à Gatineau, en fait, qui m'a vraiment marqué en tant que OK, être noir, c'est une chose qu'on perçoit comme étant négative. Et bon, dès mon arrivée à Gatineau, c'était vraiment... Mais, pardonnez, avant ça, déjà à l'âge de 5-6 ans, j'étais très consciente de ma sexualité. Mes premières interactions sexuelles n'étaient euh, pas faite avec consentement. C'était avec un membre de la famille. Ça se passe comme ça. Mais par après, j'ai découvert ma propre sexualité en tant que petit enfant. Et déjà, je me sentais plutôt différent. Je me rappelle déjà à l'âge de quoi, 3-4 ans, que j'ai tenté de faire pipi debout. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ma maman, par contre, elle n'était pas très impressionnée de mes attentes, de mes attentes de pipi. Et j'ai bien compris après quelques reprises que bon, je devais m'asseoir pour faire mon pipi. Et donc, ça y est, bon, en fait, mes parents, on fait le voyage vers le Canada. Et bon, c'est au Canada que j'ai compris que j'étais noir et que ce noir, c'était un noir négatif. Et c'était en fait le début de mes années de, comment on dit, d'exclusion sociale très intensive. J'étais la seule et unique personne noire dans mon école primaire de 300 étudiants et étudiantes. Je me rappelle un jour, j'ai dit à la professeure, mais madame, est-ce que je peux changer de place? Mon compagnon de table ici, il s'appelle Éric Larivière. Si quelqu'un le connaît, s'il vous plaît, je serais curieuse de voir où il en est rendu aujourd'hui. Mais bon, j'étais, par exemple, j'ai demandé, est-ce que je peux bien changer de place? Parce que là, il fait des swastikas dans la table et moi, je ne me sens pas très confortable. La professeure m'a dit bien clairement, non, va t'asseoir. J'ai dit, OK, pas de problème, j'avais 8 ans. En fait, donc, c'était les années de ma jeunesse, c'était vraiment, c'était le double. Bon, si on connaît bien le texte de W.E.D. Du Bois, double conscience noire.
bon, moi, j'avais la double conscience d'être noir et aussi, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait avec mon corps pour lequel je n'avais pas de vocabulaire. Mais bon. Donc, et aussi ma première puberté, là, en ce moment, je suis dans la deuxième phase de ma puberté, mais ça, j'y arrive. J'étais, bon, déjà 172 centimètres à l'âge de 12 ans, et puis j'avais des seins qui poussaient déjà à l'âge de 10 ans, et à comparer de mes compatriotes gatinoises, blanches, sans poils, sans période, sans menstruation, j'étais genre un monstre. Et j'étais toujours une personne musclée aussi, donc on me traitait vraiment, c'était vraiment horrible. Le refrain au quotidien, plusieurs fois par jour, c'était « T'es grosse, t'es laide, puis t'es plus. Dégage ». Donc, c'était, ouais, ça a duré bon, une dizaine d'années. Et pendant ce temps, bon, j'avais déjà perçu à l'âge de quoi, 10, 12 ans, que j'avais bon, j'étais très attiré vers les autres jeunes filles. Je disais, bon, ok, bon, quelque chose se passe ici, mais là, je sais très bien qu'il ne faut pas en parler. Là, j'avais 12 ans et puis je savais déjà que ce n'était pas un moment sécuritaire de faire mon coming out. Et, mais là, j'avais pas, à cet âge, j'avais pas de, comment on dit, de honte envers moi-même. Je savais, je reconnaissais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais j'ai dit, OK, j'ai pas de pote quand même, j'ai personne à raconter cette histoire, je raconte pas à la maman non plus. Bon, je garde ça pour moi-même. Et c'était genre vers le 16 ans que j'ai finalement eu ma première expérience lesbienne. Et bon, je me suis dit, ouais, ok, ouais, ça fait un peu de sens, ça. Ouais, encore plus que le narratif que, bon, moi, je suis une petite fille et que je dois uniquement faire quoi que ce soit avec des petits gars. Et puis, j'ai dit, ok, ça fait un peu de sens. Bon, depuis l'âge de 16 ans, j'ai exploré ma sexualité en tant que personne queer. Euh, j'ai pas dû, mais j'ai choisi de façon plutôt stratégique de m'identifier en tant que lesbienne, puisque à l'époque, je subissais beaucoup de biphobie. Donc, je ne savais pas si c'était une phase moi-même, mais je savais que j'avais bon, j'aimais bien les meufs. J'ai dit, OK. Bon, je peux m'identifier en tant que lesbienne et bon, ça change rien pour les hommes hétérosexuels si je m'identifie comme lesbienne ou non, si jamais on veut se baiser. Donc, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Les hommes hétéros, bon. Et donc, ouais, c'est donc vers les années et tout ce temps-là, tout ce temps-là, j'étais une petite fille plutôt masculine. Bon, je faisais du sport et puis je m'habillais avec les vêtements de mon papa ou bien chez les petits garçons et tout. Et bon, maman. Donc, je me sentais très confortable, très à l'aise dans ce genre d'expression de genre. Et c'est vers l'âge de 18-19 ans que j'ai découvert le drag et j'ai commencé à faire des shows, des performances en tant que drag king. Donc, c'est là que j'ai vraiment ressenti ce qu'on appellerait aujourd'hui l'euphorie du genre. Là, auparavant, je n'avais pas ce vocabulaire parce qu'auparavant, tout ce que moi je connaissais des personnes trans, c'était que, bon, bon, il y a des hommes qui pensent être femmes et ils tentent comment on dit, ah, ils tentent
comment dire, défrauder genre les hommes cis afin de, je sais pas. Donc, c'était scandaleux, quoi. C'était le scandale. Donc, c'était soit ce narratif, cette histoire, ou bien je connaissais un homme trans. Il s'appelle Buck Angel. Bon, je ne vais pas trop parler de Buck Angel parce qu'en fait, aujourd'hui, il est très problématique. Mais c'était la seule représentation trans masculine que j'avais à ce point. Mais je ne me retrouvais pas du tout dans Buck Angel. Bon, il était un homme, c'est un homme blanc. C'est un homme qui était, très, on dit, très beau, très belle, dans les normes européennes, les standards européennes. Moi, je ne me retrouvais pas du tout dans cette expérience. Je dis, OK, bon, je sais que ça existe, mais moi, c'est pas moi, ça. Donc, mais en faisant du drag, bon, j'avais l'occasion d'exprimer l'extrême masculinité qui m'a toujours été, bon, comment il dit, qui m'a toujours été, comment on dit, s'il te plaît, voulez peut-être? mais j'ai oublié en fait le mot anglais aussi. Forbidden, verboten auf Deutsch. Interdit. Interdit, oui. Donc, cette expression masculine m'a toujours été interdite. Donc, en faisant du drag, j'ai eu l'occasion de pousser cette exprimer de gens au maximum, au maximum. Bon, c'était vraiment, mais je me disais, waouh, mais j'aime bien. Les gens, ils me traitent comme ci, comme ça. Et bon, c'était trop bien, c'était trop, trop, trop bien. Mais je n'avais toujours pas le vocabulaire pour exprimer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc là, c'était dans la vingtaine. Et bon, ouais, j'habitais la manière queer, butch, dyke, black, lesbienne, militante, plus ou moins. Et, mais à l'âge de 22 ans, j'ai dit, oh, hop, Ottawa, Gatineau, c'est trop petit pour moi. Moi, je fais hop, en Europe. Donc, je suis arrivé à Londres et c'était un changement 180 degrés. J'ai dit, oh, alors pour me faire prendre au sérieux, moi, je dois faire de l'expression de genre féminine afin d'être accepté dans un cadre professionnel. Et alors, j'ai commencé avec l'hyperféminisation de moi-même. C'est dingue parce que, bon, quand je raconte à les gens du Canada que je suis une personne trans, je subis des hormones, le traitement hormonal de testostérone, ils n'étaient pas du tout surpris du tout. Ah oui, ça fait du sens. Mais quand j'ai fait mon coming out à mes potes à Londres, ils étaient tous, mais tu dis quoi? Mais comment tu ne peux pas être trans? Mais tu es trop féminine. Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment, j'avais pris cette idée de fémininité à l'extrême. L'extrême. Voir les ongles, les tresses, le maquillage. Je ne portais pas du tout de pantalon, c'était que des talons hauts, des jupes. Oh, j'étais la boss bitch au bureau. J'étais la boss bitch au bureau. Mais c'était pas moi. Mais j'étais, s'il vous plaît, donnez-moi un Oscar, un César, parce que c'était la performance de la vie. Please, please. Et donc, mais en fait, mais tout le temps, je savais déjà que c'était pas moi. Je dis, bon, ça, c'est pas moi. Non, 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 je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je travaille. Bon, je travaillais bon, à Londres. C'est trop compétitif à Londres quand même. C'est trop compétitif. C'est pas moi. C'est pas ma vie. Mais j'ai du succès. Mais qu'est-ce que ça? Donc, et du jour au lendemain, plus ou moins, j'ai émigré en Australie. C'était une copine, en fait, qui m'a dit, tu sais quoi, je crois que tu aimerais bien l'Australie. Et j'ai dit à tout le monde, OK, bon, je vais en Australie. Ils me disent, oh, mais ils sont très racistes en Australie. Ouais. Mais j'ai dit, écoute, ce que j'ai subi à Gatineau, j'imagine, les Australiens ne pourraient pas le dépasser. Donc, moi, je suis prête. Il n'y a pas de souci. En fait, en Australie, ils sont en fait très, 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 très racistes, mais surtout vers les personnes indigènes qui étaient là avant tout le monde. Donc, en tout cas, ça, c'est un très, un sujet complètement différent, mais quand même. C'était en Australie que j'ai commencé à faire cette découverte de genre en tant que personne adulte
Et bon, j'ai travaillé, bon, j'étais aussi travailleuse de sexe au Canada, mais aussi en Australie. Et dans la trentaine, je me dis, OK, bon, je ne peux pas continuer à vivre comme je le faisais à Londres. Je savais que ce n'était pas moi. Donc, 2 ans en Australie, j'ai fait de la fête, la plage, du surf, c'était très bien. Et bon, j'ai rencontré un mec, on arrive ici en Allemagne, et là, c'était en Allemagne, ici en Allemagne, que j'ai en fait vraiment, je me suis vraiment déconstruite de cette idée de genre. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai accepté comme narratif un narratif qui était projeté envers moi? C'est là que j'ai commencé à me poser des questions vraiment, bon, pour moi, elles étaient un peu absurdes. Je dis, mais oui, je suis une femme. On m'a dit que je suis une femme, mais j'ai tenté d'être une femme, mais qu'est-ce qui se passe si je n'étais pas une femme? Donc, à l'époque, j'avais des potes trans masculines. Et bon, déjà, je m'identifiais comme une personne genderqueer. Et j'avais un pote, un copain cisgenre, blanc, hétérosexuel. Eh bien, et, euh, et c'était en fait un festival de musique queer qui se passe ici en Allemagne, que j'ai eu l'idée, la réalisation que je devais en fait transitionner afin de réaliser moi-même en tant que personne. Et c'était en fait du jour au lendemain, j'ai dit, oh, c'était un lever de soleil. C'était vers le 6 heures du matin, en juin 2019. Et j'ai dit, oh, j'étais avec mon pote, mon meilleur pote en fait. Et j'ai dit, oh, non, je dois transitionner. Donc, 2 semaines plus tard, j'ai vu mon médecin. J'ai dit, écoute, je suis trans. Il a dit, bon, je ne savais pas. J'ai dit, moi non plus d'ailleurs. Mais est-ce que tu peux me faire bon, me prescrire les traitements hormonaux? Et donc, après ce point, ça s'est déroulé plutôt rapide, d'arriver au point où je reçois les hormones, le point d'avoir une chirurgie, mastectomie, changement de nom et tout, et tout, et tout. Et ça s'est passé en fait très rapidement. Et en fait, moi, je dirais trop rapidement parce que, par exemple, 2 semaines, non, et non pas, ouais, non, 2, 3 jours après ma première injection de testostérone, ma voix que vous entendez maintenant, elle est très basse. Ma voix, elle est tombée du jour au lendemain et j'avais un corps qu'on lisait toujours comme étant une femme noire, mais une femme. Et donc, c'était vraiment un moment, j'ai dit, oh, là, ça y est, j'ai commencé ce trajet, il n'y a pas de retour. Parce que, bon, avec la tombée de la voix, il y a des changements qui ne sont pas, bon, on ne va pas en arrière avec certains changements. Donc, et ça s'est passé surtout plus ou moins tardive. J'ai presque 40 ans et j'ai commencé à subir les traitements hormonaux à l'âge de 37 ans. Donc, j'ai vécu une vie étant perçue comme une femme noire pendant presque 4 décennies et du jour au lendemain, c'était une expérience complètement renversée, mais en même temps avec des parallèles. Donc, j'étais toujours sexualisée en tant que femme noire. Je suis trop sexée, je suis agressive, bon, je suis sauvage, bien sûr. Mais là, je reçois ces mêmes projections, mais sur le plan masculin. Mais c'est vraiment dingue. Et c'est vraiment dingue. Et la chose, bon, que je dirais qui me dérange le plus, c'est que là que j'ai accès aux hommes cis d'une manière inaperçue, en fait, avoir le passing masculin, j'ai accès à la conscience
masculine cisgenre et je peux bien reporter que c'est terrible. Et les hommes cisgenres parlent de personnes féminines, de femmes, d'une personne, d'une manière qui est abhorrente. Oh my God, je suis genre espionne. C'est dingue. C'est dingue. Donc, moi, appelez-moi double O trans. Hein? C'est vraiment la manière dont on parle. Or, j'étais bon en Sierra Leone il y a l'année dernière et j'ai passé du temps avec des hommes noirs parce que bon, c'est comme ça, je dois socialiser en fait quand je navigue. Et on est sorti une soirée dans une boîte, club. Mais les choses que ces hommes disaient auprès des femmes, c'était vraiment dégueulasse. 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 Mais je me disais, mais ça, c'est vos sœurs, c'est vos filles, c'est vos cousines, vos tantes, vos mères. Et vous parlez comme ça des femmes noires. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est dégueulasse. Mais bon, me voilà ici à Berlin, aujourd'hui, 40 ans presque, et j'habite un genre, plusieurs genres. Je suis trans, mais aussi, pour être très spécifique, je suis agenre et pangenre. Ça veut dire, agenre, ça veut dire que je n'ai pas de genre. Donc, c'est une des raisons pourquoi je prends des pronoms neutres. Moi, je n'ai rien à foutre de ce système de genre. Ça n'a rien à voir avec moi. Ou bien, à l'extrême, je suis toutes les genres. Si vous me voyez comme en tant que femme, ce qui arrive souvent parce que je suis très masquée, on me prend comme une femme. Non, il n'y a pas de problème. Mais si vous projetez masculin sur moi aussi, bon, ça passe dans certaines instances. Donc, et c'était vraiment pour moi intéressant de retourner en arrière. Ce concept de Sankofa. Vous connaissez le concept de Sankofa? Auprès Akan, au Ghana, bon, on fait le retour en arrière pour savoir où dans quelle direction on se dirige. Je peux bien mettre le Sankofa dans le chat. Sankofa. Merde de nommer le sexisme horrible. Ouais, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Et en fait, là, mais c'était vraiment la découverte de la multiplicité de genres africaines qui a vraiment affirmé ma transition pour moi. C'était à savoir que j'existe en tant que personne trans parce qu'il y avait des personnes trans qui sont venues avant moi. Moi, je ne suis pas une exception, je ne suis pas un résultat du propaganda européenne blanche qui dit non, 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 il faut être comme ça et comme ça. Non, 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 j'existe parce que mes ancêtres existaient.